des manifestations monstres en Roumanie, plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues. Non, nous ne sommes pas à la fin des années 80 ou même au début des années 90, mais bien en 2017. En cause, un texte du gouvernement qui prévoyait d'assouplir les mesures contre la corruption, notamment lorsque les sommes concernées ne dépassaient pas les 45 000 euros. Ça fait beaucoup pour le Roumain moyen et ça explique qu'ils soient aussi nombreux à descendre dans les rues. On en parle avec nos invités ici même. Irina Gridan, historienne, maître de conférence à l'Institut des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Madalina Alexei, vous êtes fondatrice et directrice de la publication de l'association Café des Roumains. Vous avez participé à des manifestations, notamment devant l'ambassade de Roumanie à Paris. Pascal Joannin, vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Et puis avec nous en direct de Bucarest, notre correspondant Mirel Bran. On l'évoquait à l'instant, c'était Mirel qui en parlait d'ailleurs, c'est 60% de Roumains qui n'ont pas participé à aux dernières élections législatives. C'est dire aujourd'hui, Irina Gridan, si le malaise est profond au sein de la société roumaine à l'égard de la politique, mais même plus généralement au plan économique et social. Où en est la Roumanie ? Alors, il y a une claire défiance par rapport aux hommes politiques, ce qui explique cette abstention record de 61% lors des dernières législatives. C'était un petit peu moins lors des législatives précédentes, mais des scores similaires. Effectivement, cette défiance repose sur des fractures sociales profondes. La Roumanie est un pays qui va bien économiquement, qui connaît une croissance forte, mais qui en revanche connaît également des inégalités sociales qui se creusent. D'où également peut-être une explication pour le score remporté par le Parti social-démocrate lors des dernières élections législatives de décembre. Le seul parti dont le programme prend en compte relativement la question sociale, ce qui explique ces scores tout à fait importants. Mais difficile d'être entièrement légitime, effectivement, avec cette abstention record. Et je crois que nous assistons peut-être aujourd'hui à des éléments qui vont pousser dans le sens d'une recomposition du paysage politique. On a des nouveaux acteurs qui émergent sur la scène politique. Je pense notamment au nouveau parti, l'Union Sauver la Roumanie, qui est un parti initialement issu d'un mouvement de militants de la société civile, qui aujourd'hui se sont constitués en parti et qui a remporté près de 10% des voix aux dernières législatives et qui est un parti très en vogue, notamment chez les jeunes, notamment chez ceux qui ont une fibre un peu écologiste. Et qui, à mon avis, va se positionner dans le paysage politique dans les années à venir. Mais les prochaines législatives, c'est dans 5 ans. Oui. Et les prochaines présidentielles, c'est seulement en 2019. Donc il n'y a pas d'échéance électorale majeure d'ici là. Madalina Alexei, on assiste d'après vous à une forme de désespoir des électeurs et notamment des jeunes, ou bien au contraire une recomposition en cours du paysage politique, comme semble le dire Irina Gridan, qui est en train d'une certaine manière de se matérialiser? D'après ce que j'ai vu, les signaux qu'on reçoit de Bucarest, ce n'est pas du tout le désespoir, c'est plutôt l'espoir et l'enthousiasme des jeunes et des moins jeunes qui sortent. Et qui trouvent pour l'instant des débouchés politiques? Ce qui est important, c'est qu'on veut vraiment respecter l'état de droit, la démocratie, et on veut que tout le monde le fasse. Mais pourquoi ils étaient aussi nombreux à ne pas avoir voté en décembre dernier alors? C'est une question qu'on se pose et ce sont des pancartes qu'on affiche pendant les manifestations en disant la prochaine fois, allez voter. Est-ce que cela veut dire aussi que les jeunes qui manifestent aujourd'hui sont représentatifs vraiment de la jeunesse de Roumanie? Est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière les populations les plus politisées des centres-villes, les mieux informées, celles qui votent, les rares encore aujourd'hui à voter, même si elles représentent quelques centaines de milliers de personnes? Je pense que les gens qui manifestent à Bucarest et dans les grandes villes roumaines sont représentatifs de la jeunesse européenne. D'ailleurs, c'est un mouvement qui s'internationalise et il y a même un événement Facebook qui invite des gens de toute l'Europe à se joindre à ce mouvement pacifique et joyeux et très créatif. Mirel Bran, qui sont les manifestants qu'on voit aujourd'hui dans les rues à Bucarest? Ceux qui manifestent en tout cas pour la chute du gouvernement et non pas contre l'actuel président Iohannis. Ce sont des jeunes, ce sont des personnes plus âgées, ce sont des urbains. Qui sont-ils? Ce sont d'abord des urbains, en effet. Je vous ai dit, il y a 3 générations dans la rue. La génération de mes parents, ma génération, la génération de mes enfants. C'est vrai que c'est un slogan, une réalité, est impressionnant. Et c'est vrai que c'est une manifestation.
On a coutume de parler évidemment de toutes les générations à chaque manifestation. Est-ce que c'est une véritable réalité? Est-ce que ces trois générations sont d'une certaine manière autant représentées les unes que les autres? Ou est-ce qu'on n'assiste pas en réalité à un véritable mouvement de la jeunesse? La jeunesse prédomine, la jeunesse domine le mouvement, ça c'est sûr. Nous avons des gens très créatifs sur la place publique, des jeunes qui ont des messages extraordinaires. C'est vraiment un véritable spectacle de rue, hein, c'est plus qu'une manifestation. Et je pense que c'est ce qui fait la force et la différence de cette manifestation par rapport à ce qu'on a vu déjà en Roumanie. Une nouvelle conscience politique, mais vécue par une jeunesse qui est née avec le Facebook, qui est née avec les réseaux de socialisation, qui est né avec les téléphones mobiles et avec Internet. C'est très différent de ma génération. La manifestation que je vois aujourd'hui, elle ne ressemble pas aux manifestations que j'ai vécues moi-même quand j'avais leur âge. Ils sont très créatifs et je pense que s'ils arrivent à remporter une petite victoire ici en Roumanie, ça risque de faire tache d'huile dans toute cette région en Europe de l'Est, parce que le problème de la corruption, il est aussi sensible en Bulgarie, en Moldavie, en Hongrie, un peu partout en Europe. Aujourd'hui, même en Europe de l'Ouest, on en parle. Donc je pense que le succès d'une telle opération en Roumanie pourrait faire tache d'huile dans toute la région. Pascal Joannin, la Roumanie est d'ailleurs, avec la Bulgarie, le seul pays à avoir fait l'objet d'une évaluation annuelle de Bruxelles en matière de justice, d'état de droit et de lutte contre la corruption. Ce sont des sujets qui, dès l'adhésion en 2007, ont conditionné la venue de ces pays dans l'Union européenne, y compris au sein même de leur propre population. L'adhésion à l'Union européenne, c'était un gage finalement donné à la population qu'on allait faire des efforts pour assainir la situation. Alors oui, c'est en 2007 quand ils sont rentrés. Ils sont rentrés déjà 3 ans après l'élargissement de la Pologne, de la Hongrie et des autres pays, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et probablement, le 1er janvier 2007, ils n'étaient pas prêts non plus. Mais, cela dit, la Grèce, le Portugal non plus n'étaient pas prêts au moment de l'adhésion. On le sait aujourd'hui. La France elle-même a constamment enfreint les règles en matière de déficit. Sur ce sujet-là, on s'est très vite rendu compte que c'était le sujet par lequel le bas blessait. Et donc, vous avez toute une série de chapitres, en effet. Il y a une volonté d'adhérer qui doit être émanée des pays qui veulent rentrer, et bien entendu une volonté politique d'accueillir ces pays dans le club de ceux qui sont déjà dedans. Donc, il y avait une volonté de part et d'autre. Voilà. Il y a un rapport annuel qui montre plutôt, depuis que la Roumanie est entrée dans l'Union européenne, qu'elle progresse. Bien entendu, il y a encore des choses à faire, mais qu'elle progresse mieux que la Bulgarie, sa voisine du Sud, hein, qui reste encore empêtrée dans certaines conditions. Il faut donc les soutenir, c'est ce que fait la Commission européenne, etc. Simplement... aujourd'hui, quand on veut rentrer dans l'Union européenne, qu'est-ce qu'a demandé la Commission européenne? C'est qu'en effet, que ces chapitres, qui sont les chapitres de tout ce qui est justice, anticorruption, état de droit, soient les premiers, et notamment on pense à tous les pays des Balkans, donc ce sont les voisins de la Roumanie et de la Bulgarie, que ce soit ces premiers chapitres qui fassent l'objet d'une négociation. Et quand ils sont clos, seulement les autres s'ouvrent. C'est-à-dire qu'on est sûr que les futurs adhérents, pour l'instant on n'en parle pas, il n'y a pas d'élargissement à l'ordre du jour, mais il y a des négociations avec tous ces pays des Balkans qui sont en Europe et qui ont vocation peut-être à rentrer un jour dans l'Europe, c'est de commencer par ces négociations-là. Donc peut-être le mauvais choix qu'on a fait avec la Roumanie et la Bulgarie, c'est que maintenant on demande aux autres de faire d'abord ce travail sur état de droit, corruption, avant de passer à l'agriculture, à toute une autre série de chapitres. Il y en a 35. Donc oui, c'est 2 qui sont concernés. Et on le demande aux jeunes effets. Alors, tous ceux qui sont sur la liste commencent par cela. On met la politique et la probité avant donc la conditionnalité économique, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y avait cet élargissement de 2004-2007, qui est d'ailleurs le même au niveau de la politique européenne, c'est la réunification du continent européen. Il faut quand même qu'on se remette un peu dans le droit fil de l'histoire. On a parlé de Ceausescu. Personne ne regrette Ceausescu et les autres dictateurs qui étaient sous la coupe de Moscou et qui donc avaient eu le pouvoir parce qu'ils étaient du côté du mur, du rideau de fer, etc. Mais est-ce qu'on ne s'est pas bercé d'illusions, ce faisant? Non, mais vous avez raison. On aurait pu mettre davantage de conditionnalité. Il y en a déjà, de la conditionnalité. Mais c'est vrai qu'ils ont reçu, ces pays, et ils reçoivent encore, une manne venant de l'Union européenne. Parce que, en effet, la politique agricole commune, parce que les fonds sociaux, etc., qui sont en représentation de ce que vous disiez dans l'importance du budget de la Roumanie, importants. Donc, en effet,
pour éviter qu'en effet cette corruption, cette tentation de mettre l'argent dans la poche, mais que ça soit bien affecté à l'objet de la politique visée, on doit en effet mettre davantage de conditionnalité. Mais ça, c'est la règle qui vaut pour toutes les politiques européennes. Oui, et pour autant, Irina Gridan, on constate que l'économie informelle s'est particulièrement développée depuis les politiques d'austérité mises en œuvre suite à la crise financière de 2008, notamment par le gouvernement Băsescu. Est-ce que d'une certaine manière là, l'Europe, en exigeant, du moins on le sait, parce que c'est quand même un petit peu la doctrine qui prévaut dans l'Union européenne, en réclamant des réformes fortes en matière de maintien des finances publiques, n'a pas là précipité ces pays, au premier rang desquels la Roumanie, dans l'obligation de se débrouiller d'une certaine manière dans une zone grise? Ça, c'est la petite débrouille quotidienne qui existe effectivement, mais en Roumanie comme ailleurs. La corruption n'est absolument pas une spécificité roumaine. Pas besoin de faire de parallèle. C'est cette corruption, disons, quotidienne dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation. Un récent film vient de sortir en France, Baccalauréat de Cristian Mungiu, qui justement dénonce cette petite corruption quotidienne qui s'instille de manière insidieuse. Mais cependant, en matière de lutte contre la corruption, je crois que les dernières évaluations, justement, notaient des progrès. Élogieuse en 2016. Voilà, tout à fait. Et la direction nationale anticorruption de lutte contre la corruption roumaine, la DNA, qui est dirigée par une procureure femme, Laura Codruța-Kövesi, qui suscite certaines polémiques en Roumanie, mais évidemment... Comme beaucoup quand on est à la tête de cette agence en Roumanie. Tout à fait. Donc c'est pas parce que c'est une femme, c'est parce qu'elle semble être extrêmement efficace. Plus de 1500 hommes politiques ayant des fonctions à responsabilité ont été mis en cause, jugés, condamnés pour certains. Des anciens premiers ministres, des premiers ministres en exercice ont été condamnés pour certains à des peines de prison. Donc les choses avancent. Et il y avait un sentiment chez la population qu'on rentrait dans une sorte de normalité. Qu'il y avait un retour vers la normalité avec cette lutte contre la corruption qui faisait des progrès. Et puis d'un coup, tout ça s'arrête net avec ces ordonnances. Et en vous écoutant, finalement, on a envie de poser la question, Mireille Brun, comment se fait-il que cette idée ait pu germer donc, dans la tête des gouvernants actuels, et on pense au premier chef à Liviu Dragnea, le président de ce parti social-démocrate au pouvoir, par ailleurs président du Parlement, et on le sent finalement homme fort de cette coalition, eh bien, de pousser les feux avec cette loi anticorruption qu'on sent taillée sur mesure finalement pour lui. Comment ont-ils pu penser que ça passerait ? Je pense que c'est tout simplement l'ivresse du pouvoir. J'ai rencontré cet homme, Liviu Dragnea, le président du Parti social-démocrate en campagne électorale. Et on sent bien chez lui que c'est l'homme qui peut gagner une élection, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'homme qui puisse gérer une victoire. Je pense qu'il s'est mis en tête qu'en augmentant les salaires des Roumains, ils vont laisser passer ces décrets d'urgence qui auraient blanchi son casier judiciaire. Il rêve toujours d'être Premier ministre. Évidemment, quand on est à la tête d'un parti qui fait 46% de voix, on estime que c'est tout à fait légitime d'être Premier ministre. Le problème de M. Dragnea, c'est qu'il a déjà derrière une condamnation pénale à 2 ans de prison avec sursis. Il fait l'objet d'un autre procès qui vient de commencer. D'ailleurs, le procès a commencé le jour où les décrets sont sortis. Donc, les premières mesures qu'il a mis en place, en fait, à travers Sorin Grindeanu, le Premier ministre, qui est l'homme de paille de M. Dragnea, c'est d'augmenter les salaires, des augmentations fortes de salaires. Et puis, après l'augmentation des salaires, on est sorti ces décrets très controversés au beau milieu de la nuit, sans consulter les autres institutions qui sont impliquées dans ces processus juridiques. Donc, on a eu vraiment l'impression que M. Dragnea se croit tout permettre. Et ça a beaucoup énervé les Roumains. Que peut faire, du coup, le gouvernement pour regagner la confiance de ses opposants? Davantage encore de clientélisme, d'après vous? La seule chose que le gouvernement peut faire pour l'instant pour gagner la confiance des Roumains, je pense, c'est de démissionner. Les Roumains ne vont pas céder. Je les ai vus dans les rues depuis 8 jours. Ils ne vont pas céder, ces gens-là. Maintenant, on ne parle plus d'une crise politique. C'est une crise de confiance. C'est une crise qui est beaucoup plus profonde. Les Roumains ne font plus du tout confiance au gouvernement dans son intégralité.
Si vous voulez, à la surface de l'actualité, on voit le conflit entre un parti politique, les magistrats, le président, tout ça. Mais en profondeur, nous avons deux Roumanies qui s'affrontent. Une Roumanie, je dirais, peut-être avec un mot un peu trop fort, une Roumanie presque féodale, une Roumanie appauvrie et qui accepte d'être facilement manipulée avec un peu d'argent. Et puis une Roumanie urbaine, une Roumanie jeune, une Roumanie dynamique, une Roumanie bien informée qui refuse ce genre de manipulation. Et c'est cette Roumanie-là qu'on voit maintenant en ce moment dans la rue. Madalina Alexei, c'est votre sentiment aussi. Bon, il n'y a pas de retour en arrière sur ce texte, en tout cas ça semble clair. Il n'y a pas de moyen aujourd'hui pour le gouvernement d'apaiser la situation avec ces manifestants. Ce qui me semble le plus grave, c'est le fait que le gouvernement ne s'est jamais excusé publiquement pour le texte qu'ils ont essayé de faire passer. Ils ne se sont jamais mis en question par rapport à tout ce qui s'est passé, toute cette crise provoquée depuis plus d'une semaine. Et puis au contraire, ils sont, d'après ce que j'ai lu dernièrement, ils sont en train à nouveau de modifier le code pénal. Donc ils sont en train d'essayer à nouveau de passer de nouvelles lois. Ça veut dire que vous êtes prête, vous, à manifester à nouveau et à organiser de nouvelles manifestations dans Paris ? Une nouvelle manifestation est déjà prévue pour dimanche prochain. Je tiens à saluer la mobilisation de la diaspora roumaine à travers l'Europe. Et c'est un mouvement qui s'organise spontanément sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, tous les soirs, devant l'ambassade de Roumanie, il y a un groupe de 10 à 20 personnes qui organisent un rassemblement symbolique, évidemment, mais un soutien à la Roumanie. Ces Roumains, ils sont nombreux ici, même en France. On sait les liens culturels historiques entre le peuple roumain et le peuple français. Deux langues d'ailleurs elles-mêmes très proches, le roumain et le français. Vous sentez-vous, chez tous les Roumains que vous rencontrez ici, le même agacement, la même sidération face à ce qu'a tenté le gouvernement roumain ces dernières semaines ? Oui, j'ai senti la colère. Dimanche dernier, il y a eu plus de 500 personnes sur la place du Trocadéro. La place était pleine, bien occupée. Et les drapeaux roumains très visibles. Et tout le monde était en colère. Et on entendait des cris voleurs. Nous allons sauver la Roumanie. Et la DNA, il faut que vous sauvez la Roumanie. Voilà, c'est... Irina Gredan, le président pour l'heure a exclu de nouvelles élections. Ce n'est d'ailleurs pas ce que réclament les manifestants, mais il a à la fois exclu pour l'heure, mais pas pour l'avenir, si les blocages devaient perdurer et si les manifestations devaient se poursuivre. Vous pensez qu'on va vers de nouvelles élections ? Alors, le discours qui a été prononcé hier par le président devant le Parlement est un très beau discours, un discours fort, interrompu par le départ de l'enceinte du Parlement de l'ensemble des députés du Parti social-démocrate. Le président n'en a pas moins continué son discours. Il a adressé une mise en garde à l'égard de ce parti qu'il tient pour responsable de la fracture actuelle du pays et il lui a demandé de trouver la solution. Il a exclu la possibilité de démettre le gouvernement. Il n'en a pas la possibilité actuellement. Il a également exclu effectivement la possibilité d'élections anticipées. Constitutionnellement, ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas dans un tel cas actuellement. Et donc, peut-être que la solution est à trouver effectivement, comme il l'a suggéré, au sein même du Parti social-démocrate. Il existe des voix discordantes. Et en attendant, il en appelle à la rue, à continuer de manifester. Quelle est sa légitimité à lui aujourd'hui face à cette majorité qui a à peine 2 mois d'existence et donc qui est sortie quand même assez triomphalement élue des urnes ? Disons qu'il incarne, au même titre que l'ancien gouvernement technocrate, une image davantage tournée vers l'Europe et non vers la Russie, comme certaines tentations peuvent exister, que ce soit en Roumanie ou dans des pays voisins. Le contexte actuel le prouve suffisamment en République de Moldavie et en Bulgarie. Il incarne aussi cette droiture au-dessus des partis. Et il a vraiment prononcé hier un discours que je trouve fédérateur, en insistant sur ce qui unit les Roumains et sur la prise en compte de cette volonté commune des Roumains qui s'exprime aujourd'hui, ce que refuse de faire actuellement l'actuel Premier ministre. Pascal Johannin, Irina Gredan, venez de l'évoquer, les différentes options, les différences d'affinité, disons, entre les différentes factions politiques en Roumanie vis-à-vis de l'étranger. La Roumanie est membre de l'OTAN depuis 2004, de l'Union européenne depuis 2007. Aujourd'hui, qu'est-ce qui prédomine au plan international ? La proximité avec Bruxelles, avec Washington ou avec Moscou ? Alors, pour la Roumanie et pour tous les pays membres, la proximité, c'est Bruxelles, puisqu'on fait partie et on est assis à la table des négociations. Mais on voit des tentations, Bruxelles, pas en Roumanie, Bruxelles, mais en Roumanie, ils siègent à la table des négociations, donc ils font partie prenante, donc etc.
Pour beaucoup de ces pays, en effet, les États-Unis ont été un modèle pendant longtemps, mais enfin, avec l'annexion de Trump et les déclarations de M. Trump récentes, il semblerait qu'ils doivent revoir leur copie parce qu'ils ont compris que les États-Unis étaient loin, finalement, et que le jour où il y aurait un problème, peut-être qu'avec ce président-là, il n'y aurait plus. Avec Moscou, non, je crois qu'il y a une vraie répulsion, parce qu'on se souvient de l'avenir. On voit très bien tous ces mouvements qui existent dans les États baltes, en Pologne, où on a peur, en effet, que l'armée russe vienne, et elle vient tous les jours, faire des petits passages pour voir si, en effet, il y a du répondant. D'ailleurs, il y a des mouvements de l'OTAN dans les pays baltes. Et c'est vrai qu'on a vu en Bulgarie arriver un président d'une... plutôt pro-russe, enfin plus pro-russe que ça. Bon, en Bulgarie, il va y avoir des élections le 26 mars, etc. Pour revenir à la situation de la Roumanie, heureusement qu'il y avait le président tel qu'il était, parce que imaginez que ce soit un petit... tamis, on se serait accoquiné en bande organisée pour faire passer cette loi. Alors, si le gouvernement tombe, moi, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que Sorin Grindeanu, c'est le deuxième choix déjà du Parti social-démocrate. Donc, il va falloir en trouver un qui soit vraiment, de toute qualité, d'une probité exemplaire. Je ne sais pas si ça existe dans ce parti. Parce que quand même, ils ont gagné, non seulement parce qu'il y avait peu d'électeurs, mais parce que l'opposition était divisée. Et on verra ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup Pascal Johannin d'avoir été notre invité. Merci également à Madalina Alexei. Merci à Irina Gridan et à Mirel Bran en direct de Bucarest. Restez avec nous, l'actualité continue. Cette fois vue du net, un œil sur les médias. C'est tout de suite. Un œil sur les médias. Bonjour Anthony. Bonjour. L'actualité vue du net comme chaque jour et qui s'intéresse bien sûr au sujet de notre débat, la Roumanie, puisque malgré l'annulation de ce décret visant à assouplir les peines encourues pour les personnalités politiques corrompues ou corruptrices d'ailleurs, eh bien la mobilisation dans la rue contre le gouvernement, elle se poursuit. Et le Premier ministre, eh bien, il reste debout après avoir passé aujourd'hui avec succès un vote de censure. Oui, le gouvernement a échappé justement à cette motion de défiance, pas vraiment de surprise. Et le Premier ministre s'est dit déterminé, nous avons le devoir de continuer à gouverner. Et cette mobilisation a souvent été perçue comme un exemple à suivre par de nombreux internautes. Celui-ci, par exemple, qui les encourage à continuer leur combat. De son côté, cette Twito, elle salue leur courage et leur détermination. Alors ce journaliste au service Europe du Monde, lui, a noté un fait assez rare, le fait que les manifestants ont fait d'une procureure une héroïne. Et cette procureure, c'est elle, la chef du parquet national anticorruption, qui a vraiment lancé une guerre contre la classe politique corrompue. Alors justement, certains souhaitent que ce mouvement fasse des émules. Alors cet internaute souhaite par exemple que ça se fasse au Liban, mais il rappelle aussi ce qui s'est fait au Brésil. On pense à Lula, on pense à Dilma Rousseff, mais également en Islande. On se souvient que les révélations des Panama Papers avaient entraîné bien plus tard, enfin pas si tard que ça au final, la démission du Premier ministre. Alors pour certains, et notamment du côté de l'Union européenne, on se scrute de près la situation en Roumanie. Par exemple, le vice-président de la Commission européenne se dit prêt à coopérer tout en insistant sur la nécessité de lutter contre la corruption. Certains aussi souhaitent voient en tout cas dans cette situation roumaine un début de printemps européen sur le modèle des printemps arabes. C'est ce que nous dit Gavroche. D'ailleurs, plusieurs personnes, notamment le philosophe Gaspar Koenig, estiment que les Roumains sont en train de donner une leçon. Il précise justement qu'il y a l'émergence d'une nouvelle conception du politique fait d'exemplarité et de probité. D'ailleurs, cette mobilisation, on le rappelle, inédite depuis 1989, fait écho dans toute la région et pourrait bien donner des idées aux pays voisins. Ici, ce journaliste même macédonien, estime que la Roumanie est une source d'inspiration pour cette chroniqueuse serbe. Elle voit en la Roumanie, je cite, la terre de ses rêves. Et enfin, dans ce journal bulgare, on préfère insister sur le rôle joué par la société civile. Et on souhaite qu'en Roumanie, contrairement en Bulgarie, qu'elle ne s'essouffle pas. Voilà, le vœu est lancé. Elle incarne la gauche du Parti démocrate aux États-Unis. Elizabeth Warren, la sénatrice démocrate, hier en plein discours au Sénat sur la nomination controversée du choix de Donald Trump pour incarner le secrétariat à la justice, Jeff Sessions. Elle a été interrompue, Elizabeth Warren.
Oui, parce qu'elle était en train de lire une lettre assez virulente de la veuve de Martin Luther King qui, en 1986, protestait contre Jeff Sessions, mais cette fois-ci comme juge fédéral. Mais elle n'a pas eu le temps de le faire puisque le leader de la majorité républicaine, McConnell, lui a coupé le micro avec une explication, un discours trop long et surtout une règle vieille de 115 ans qui consiste à ne pas mettre en cause la probité d'un sénateur au sein de l'enceinte parlementaire et d'ajouter, je cite, « Elle a été avertie et pourtant elle a continué ». Alors c'est un geste qui a été interprété comme une matière de la réduire au silence et une phrase qui est devenue sur les réseaux sociaux un slogan pour rendre hommage justement à toutes les femmes qui avaient su s'opposer à la majorité masculine et parfois à la domination masculine. Alors il y a eu